Alors, ça faisait longtemps que je voulais faire ce type d'installation, donc je vais commencer par la base, qui est relatif aux composants nécessaires. Donc l'installation dont je parle, c'est la mise en place d'un système de surveillance, ou du moins de contrôle, donc ça fait partie des concepts de domotique, mais dans mon cas, c'est pas pour commander quoi que ce soit, c'est vraiment pour recevoir et collecter des informations relatives à la partie solaire, mais dans quelque chose de plus détaillé que ce qu'on a dans les plateformes proposées par Enlighten, c'est-à-dire par la marque en face. Tout ça va passer par du matériel qui est ajouté en plus, sur lequel on va installer une solution qui s'appelle Home Assistant. Et cette solution, en fait, on a besoin d'un certain type de matériel, donc je vais détailler ici. Dans mon cas précis, j'ai vraiment cherché le plus simple, mais qui soit quand même assez fiable pour le temps, et je vais expliquer pourquoi j'ai besoin d'un peu de fiabilité, parce que ça va rester longtemps. Donc on va passer par un Raspberry Pi. Donc les petits composants, ce sont des mini ordinateurs en fait qu'on trouve assez facilement aujourd'hui. Donc là c'est un Pi 4 en 4 Go. Donc 4 Go de RAM est largement suffisant pour une installation de ce type. Et puis justement le Pi 4, c'est la dernière génération qui fonctionne très bien. Donc il a déjà été monté dans son boîtier comme on le voit là. Et puis le petit ventilateur a été installé pour justement être refroidi en direct, sachant qu'on a aussi les deux éléments qui sont aujourd'hui avec les plaques de refroidissement. Donc ça, c'est vraiment assez facile à trouver. Donc vous trouverez plein de documentation, de vidéos vous expliquant comment installer un Raspberry Pi dans son boîtier et comment le brancher, etc. Donc là, rien vraiment de sorcier, hein, c'est juste un Pi 4 dans un boîtier fixé et puis avec un petit ventilo. À terme, justement, il y aura un autre boîtier qui va venir remplacer, qui sera un petit peu plus pratique, notamment pour la deuxième partie. Il y a tout de même une mini SD, enfin c'est une micro SD d'ailleurs, de 64 Go, mais qui nous servira pour une seule chose, qui est la configuration initiale du Raspberry Pi pour démarrer sur l'USB, donc l'USB dans les prises bleues, donc l'USB 3, permettant de pouvoir prendre en charge les disques durs et non pas la SSD. Donc ça, la SSD va vraiment nous servir uniquement pour l'installation de base du mode de démarrage, c'est-à-dire donner la priorité au disque USB. Pourquoi un disque USB? C'est que lecture-écriture sur ce genre de matériel est vraiment très intense. C'est pas le cas de tous les systèmes qui sont sur Raspberry. Mais dans notre cas, la solution va collecter de l'information non-stop. Donc ça veut dire va écrire non-stop sur le système de stockage, et donc en l'occurrence ça aurait pu être un SSD, ce qui est pas du tout une bonne idée pour justement une SD card. Les SD cards supportent mal en fait les grands volumes de lecture-écriture, donc du coup il vaut mieux éviter d'utiliser ça et utiliser des disques qui sont donc des disques type SSD qui sont destinés à ce genre d'usage. Donc là j'en ai récupéré un, c'est de 250 Go, hein, donc il n'y a pas besoin de beaucoup plus, parce qu'on va pas non plus piloter, collecter autant d'informations qu'on imagine, mais juste un petit 250 Go qu'on trouve assez facilement, ça vaut plus grand chose maintenant sur Amazon ou d'occasion, ou si vous avez recyclé un autre. Prenez vraiment un SSD, parce qu'un disque mécanique va avoir tendance à être ralenti par justement ce besoin. Parce que le système, c'est-à-dire l'OS, donc la plateforme ou l'application de base, va être aussi installée sur la partie SSD, donc sur ce disque. Donc voilà, donc comme on voit là, on a le Raspberry, le disque SSD avec son petit boîtier, puis là une alim. Donc là en l'occurrence c'est une alim avec un bouton d'allumage, c'est pas obligatoire, mais c'est un côté pratique pour justement s'en servir. Donc voilà l'installation, le matériel de base à avoir. Comme on voit, on n'a pas besoin de câble écran. On pourrait en utiliser un, histoire d'avoir un retour lors de l'installation initiale, mais c'est même pas nécessaire parce que ça se déploie automatiquement sur le disque lors de l'installation initiale. Donc on va passer sur le PC pour voir ce que ça donne. Donc sur le PC, la première chose à faire, c'est justement d'aller sur le site raspberrypi.com et ensuite /software, et on va retrouver le système qui va être le Raspberry Pi Imager. Donc cette solution-là, on va la télécharger sur son poste si on ne l'a pas déjà. Donc c'est un simple exécutable. Hein. Hop, on va l'ouvrir. Ok, donc on va l'installer si c'est pas déjà fait.
Une fois effectué, ce qui nous intéresse d'abord, c'est de commencer par le premier composant. Le premier composant, ça va être la petite image qui va nous servir à formater le Raspberry Pi pour qu'il démarre sur le disque dur. Pour ça, on va faire Choose OS. Dedans, on a justement tout ce qui est autour des Mix Utility Image, Bootloader, qui est l'ordre de démarrage, et puis on va prendre Boot from USB if available, donc si c'est disponible, otherwise, donc dans le cas contraire, justement, il démarrerait sur la SD card. Donc ça, on va prendre cette option-là, on va mettre la petite SD card qu'on a vue tout à l'heure dans notre lecteur SD. Hop. Hop, on va cliquer, donc dans ce cas, une fois la carte SD installée sur le système, on va cliquer sur Choose Storage, et là il va nous proposer justement le lecteur, donc SD, de 64 Go, donc c'est celui qu'on a vu tout à l'heure. Et on va faire Write. Il va bien nous dire que tout va être effacé, ce qui nous arrange bien, on fait Yes, ça dure quelques secondes, hop, il écrit et il vérifie, tout est fait. On peut désormais enlever la carte, on va la mettre sur le système. Donc là on a paramétré la SD card comme expliqué tout à l'heure dans le lecteur, donc il est ici, affiché dans le logement prévu à cet effet. Et puis donc du coup avec ce clavier là, on va simplement appuyer ici, il va démarrer. Quand la petite lumière se met à clignoter, on attend quelques instants. Ça va simplement reformater donc l'ordre de démarrage du Raspberry Pi, installer les composants nécessaires, parce que ça dépend des générations. Il y a beaucoup de vidéos qui expliquent en détail justement cette partie boot sur USB, donc il suffit de chercher sur le net et vous aurez une explication plus détaillée que ce que je vous donne là. Mais en tout cas, une fois que c'est fait, on peut l'éteindre. Hop. Et puis on va simplement enlever la SD card et préparer désormais justement la deuxième partie qui est donc l'image concernant Home Assistant. Donc là on a bien sûr paramétré, connecté notre disque USB sur le système, donc sur notre machine Windows ou macOS ou quel que soit votre système sur votre PC. Et on va choisir justement dans l'operating system, donc toujours avec Raspberry Pi Imager, on va choisir dans le système, ici, alors c'est dans Other Specific Purpose OS, donc en gros tous les autres systèmes qui ne sont pas référencés dans la liste des groupes principaux. Et dedans on va trouver Home Assistant et Home Automation, donc c'est-à-dire l'aide à l'organisation, donc c'est tout ce qui est autour de la domotique. Et le premier ce qu'on va rechercher, c'est justement Home Assistant. Donc dans ce cas-là, c'est présenté dans la liste comme étant le dernier, Home Assistant, et on va avoir différents choix. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le Raspberry Pi 4, donc la dernière version qui a été publiée le 16 août en l'occurrence. Donc ça pourrait être plus ancien, mais il publie de nouvelles versions très régulièrement. Donc on va prendre cette option-là, donc le Raspberry Pi 4, parce que c'est un Pi 4 que nous avons. Et on va choisir justement dans le storage le disque qu'on a désormais installé. Donc là on a bien un disque de 250 Go qui s'est configuré. Donc on va prendre ce disque et on va faire Write. Le système va nous dire qu'attention, on va tout effacer sur le disque dur en l'occurrence. Donc du coup, est-ce que vous êtes vraiment sûr de vouloir le faire? On fait Yes. Et là, c'est parti. Donc là, il va télécharger la dernière version de l'image, donc de Home Assistant, et l'écrire sur le disque directement. Donc c'est pour ça qu'on voit avancer. Vu que c'est un petit fichier finalement, c'est assez rapide en écriture. Ensuite, il va vérifier justement cette écriture. Donc on va le laisser faire. Hop, il vérifie l'écriture. Et très rapidement, donc une fois la vérification faite, il va nous dire que l'installation est faite, c'est-à-dire que le disque est prêt. Et donc le disque est prêt, on peut maintenant enlever la SD card, donc en l'occurrence celui considéré que c'est une SD card, même si c'est un disque dur USB, mais on peut l'enlever et on va pouvoir la connecter justement sur le Raspberry Pi. On fait OK. Nous c'est fini à cet endroit, à ce moment-là, donc on va passer sur la caméra. Alors maintenant on a configuré justement le disque USB en le connectant au Raspberry, donc c'est ce qu'on voit là, on a le câble USB qui est là. Alors moi j'ai tendance à le mettre sur celui plus bas, donc qui correspondra à celui plus proche de la carte mère.
c'est une habitude, après c'est pas obligatoire, hein. Je pense que les trois sont supportés. En revanche, il faut bien prendre les prises bleues et pas les prises noires, parce que les prises bleues correspondent au support USB 3, les autres étant pour l'USB 2. Donc vraiment là on a besoin de performance et de rapidité, donc faut pas hésiter, il faut prendre du support USB 3. Pareil pour le boîtier, il faut prendre un boîtier qui soit celui qui supporte l'USB 3 et non pas quelque chose en USB 2. Donc là, en tout cas, le disque est bien configuré. Ici, moi j'ai mis une carte réseau, donc un câble RJ45. Le système pourrait fonctionner en Wi-Fi. Moi, je suis pas très fan du Wi-Fi, en tout cas pas pour ce genre de système où il a besoin d'être connecté tout le temps, de pas avoir de risque, un peu comme les Envoy. Le Wi-Fi est pas très stable, à mon sens, et du coup, si vous n'êtes pas sûr de la couverture Wi-Fi de là où vous allez mettre le boîtier, préférez du câble réseau. Moi, c'est mon cas. Donc dans le garage, j'ai directement un switch réseau qui est configuré en gigabit, ce qui suffit parfaitement pour son usage. Donc le paramétrage, je connecte en câble USB. J'ai mis un câble écran pour voir ce qu'il y a sur la sortie, et puis le câble d'alim ici, donc on va pouvoir démarrer, hop, et voir ce que ça donne sur l'écran. Donc là, il s'allume, on a bien le système, on a bien le disque dur qui est en train de démarrer. On va se mettre sur l'écran, donc j'attends qu'il s'allume pour montrer. Voilà. Donc là, j'ai simplement mis un écran, et donc là, on voit le système démarrer. Donc c'est un démarrage d'installation. Donc c'est des scripts qui sont préconfigurés par les développeurs, hein, en l'occurrence. Donc ils font tout le paramétrage, le montage des systèmes, l'installation des agents, l'installation ou la configuration du disque, c'est ce qu'on voit ici. Donc vraiment, tout est prévu et scripté pour pouvoir se faire sans que vous ayez quoi que ce soit à faire. Normalement, on n'a même pas besoin d'écran en fait de sortie, c'est vraiment indépendant. D'ailleurs, vous avez vu que j'ai même pas de clavier ni de souris connecté sur le système, parce qu'une fois qu'il va être terminé d'être installé, il va s'identifier sur le réseau automatiquement. Voilà, donc là on a le petit message qui nous dit que le client d'installation va être en train de démarrer. Voilà, Home Assistant, superviseur startup. Donc là on attend, et voilà. Donc à partir du moment où on a cette petite ligne, donc HA, ça veut dire que le système est prêt. Donc on lui a même attribué une adresse IP déjà, donc qui est en ETH, donc c'est-à-dire en réseau filaire. On a une adresse IPv6, mais bon, moi je suis pas en IPv6, donc ça me sert pas à grand chose. En réseau local, IPv4 va parfaitement. Donc, et par contre, le WLAN, on n'a pas configuré WLAN, du moins je vais pas le rentrer. De toute façon, il faudrait rentrer dans les paramètres Home Assistant pour pouvoir le faire. Et donc on a une identification qui est faite. Donc on a deux choses qui sont proposées. Le Home Assistant URL, donc l'adresse URL en 81-23, donc avec un point local, c'est-à-dire qu'on va rester en boucle locale. Home Assistant va être référencé sur le domaine, sur le réseau local, et donc du coup on va pouvoir y accéder. La deuxième étant justement l'observer URL, c'est voir l'état en fait du Home Assistant depuis une interface web. Donc voilà, donc on sait qu'on a le tout qui est paramétré, donc on pourrait y accéder directement avec l'IP ou avec le nom, donc homeassistant.local 81-23. Vraiment 81-23, ça sert à rien de taper Home Assistant local, il trouvera rien du tout. Donc on va passer sur le PC pour faire la suite de l'installation. Alors, du coup, depuis le PC, ce qu'on peut déjà voir, c'est qu'on a effectivement, donc à partir de son système, moi je suis sur Bouygues, mais en l'occurrence, vous pourriez être chez n'importe quel opérateur, vous auriez ce système qui permet de connecter sur le boîtier donc de votre réseau, donc votre connecteur de votre modem justement internet, et vous verriez apparaître en fait une nouvelle adresse, donc c'est bien celle qu'on a vue tout à l'heure depuis l'écran de sortie. Donc c'est Home Assistant avec une IP donc 84 en 1.80. Donc si on va d'ailleurs sur cette IP sans mettre le port qui nous a été communiqué tout à l'heure, donc on va hop. Il ne se passe rien donc à cet écran-là parce que le système ne répond pas justement à cette entrée et donc du coup ne propose pas de service. Il faut bien rentrer justement le 2 points, donc qui est le port 81-23, et là en fait on va arriver sur Home Assistant. Alors là je vous l'ai fait par l'IP, sinon on peut le faire bien sûr comme c'est proposé tout à l'heure, comme on a vu dans l'écran, donc Home Assistant .local 2.8023
qui va nous lancer la même chose parce qu'il va être référencé sur le domaine avec ce nom. Donc l'avantage de l'IP par rapport au nom de domaine, enfin au pseudonom, c'est que le pseudonom va demander à ce que le système fasse un appel réseau global pour rechercher qui a ce nom sur le réseau local et de trouver à partir de ce moment-là en fait la machine qui répond. L'IP, il n'y a pas besoin de cette recherche puisqu'on a directement l'adresse IP. Donc moi j'ai tendance à utiliser l'IP. Maintenant on va voir tout de suite ce que ça va donner. Voilà. Donc là, on a bien la même chose. On peut voir qu'on a exactement les mêmes écrans, mais on a mis un peu plus de temps sur homeassistant.local, comme je vous dis, tout simplement parce que le système recherche à savoir quelle est l'adresse IP qu'on avait déjà ici, correspondant à ce nom. Donc on va rester sur homeassistant.local. Et là, la première chose qu'il nous demande, c'est donc justement un nom qui va être en gros le login qui va avoir tous les droits sur le système. Donc on va pouvoir le faire. Fab, un password qui va bien. Donc c'est à vous de le faire. De toute façon, c'est votre... enfin, en théorie, vous laissez ça non accessible depuis l'extérieur. Après, certains on peut avoir besoin d'y accéder depuis l'extérieur. Moi, c'est pas mon cas, c'est vraiment depuis l'intérieur du domaine, donc depuis l'intérieur de mon réseau. Un password quand même qui soit à peu près correct. Et après, on fait create account. Donc la première chose qui va se faire, c'est qu'il va proposer de donner un nom. Donc on va faire phase. Donc c'est un nom à votre installation au cas où vous en auriez plusieurs, typiquement, ou si vous voulez quelque chose de plus joli en termes de présentation. On fait next. Là, il vous demande une adresse, ce n'est pas obligatoire. On va simplement mettre Paris de France. Next. Country, donc là on a toutes les paramètres de localisation, donc on est bien sûr Paris. Élévation, je ne sais pas combien c'est, mais on va mettre 100 mètres. Et on va le mettre en français pour justement avoir le système qui soit paramétré. De base, il propose justement des métriques, donc on pourrait partir en système américain, donc avec les pounds et les Fahrenheit, ne c'est pas le cas, donc c'est cette chose. Et pareil pour la monnaie, on va rester en euros. Alors là, on pourrait remonter les informations ou pas sur Homeassistant. Donc là, c'est pour le test, on va pas le faire. Hop. Et il nous propose tout de suite la liste des appareils détectés. Donc comme vous le voyez, j'ai un certain nombre d'appareils dans mon réseau. Donc en l'occurrence, les deux du bas correspondent à des synologies. Ça, je ne sais pas de quoi il détecte, mais ça doit être un des appareils qui est en Google ou directement automatiquement. Ça, c'est pour justement en Bluetooth de la Raspberry Pi directement. L'USB, donc c'est la B-Box. L'UPnP, donc c'est la B-Box, la web. Et puis surtout, ce qui nous intéresse, nous, c'est celui-là. C'est cette interface-là qui correspond en fait à l'ID. Donc ça, c'est le code identifiant 4290. C'est le code identifiant, ou du moins l'ID de l'appareil avec son IP associé. Donc on va pouvoir faire ça. Hop. Il nous demande justement le host, donc c'est l'adresse IP, le login et le password. De base, il n'y a pas de password nécessaire, on peut directement laisser. Moi, je suis en version 5. Attention, le firmware, là, il est vraiment recommandé d'avoir deux versions. Enfin, il faut vraiment savoir quelle version vous avez. Donc la version 5 ou la version 7. La version 7 étant la dernière. Dans ce cas-là, en fait, il faudra aller sur récupérer des credentials chez Enphase, ce qui n'est pas le cas dans la version 5, puisque la version 5 c'est directement sans rien, donc sans aucun password. Et ce qu'on voit ici, c'est là où c'est intéressant. Donc on a directement les appareils qui sont renvoyés par l'Envoy. Ce qu'on voit là, bien sûr, c'est l'Envoy elle-même. Mais après, on a des inverteurs, donc c'est-à-dire des micro-onduleurs qui sont listés. Et c'est là qu'il faut connaître les micro-onduleurs, parce que moi, comme vous voyez, il y en a beaucoup. Y compris là-dedans, il détecte aussi ceux qui ne sont plus actifs. Donc j'en ai retrouvé un en faisant la première install. Et secondo, il retrouve aussi les batteries. Donc les batteries sont listées comme étant des micro-onduleurs, et vu que j'en ai deux, donc j'ai deux micro-onduleurs qui apparaissent là-dedans, c'est les 4785 et 4787 qui apparaissent là-dedans, qui correspondent aux batteries. Le reste étant vraiment tous les micro-onduleurs qui sont sur le toit, donc sur le toit des bâtiments ou le toit de la maison, qui correspondent aux différentes générations que j'ai, donc les M215 ou les IQ7, IQ7+. Donc là, je pourrais très bien dire que je vais créer celui-là une OARA garage,
parce que là c'est la localisation. Pareil pour celui-là, donc 4586, on va mettre garage, et là on va mettre garage. Et puis après on pourrait grouper, donc là je vais en prendre 2-3 pour vous montrer. On va dire par exemple qu'on va faire une nouvelle area, solar, et on va lui mettre, dire que ceux-là sont sur le bâtiment, donc l'abri jardin. C'est certainement pas le cas, mais il faudrait vraiment avoir la liste avec le détail. Et puis on va prendre celle-là, on va en mettre 2, et on va laisser le reste comme ça, on va faire finish. Hop, et on fait finish. Donc là, ce qu'on a déjà, c'est qu'on retrouve justement un certain nombre d'appareils qui sont listés, et un certain nombre de propositions qui sont de base remontées par le système, donc par l'envoy, donc à travers justement la connectivité web. Donc là on voit qu'on a les deux qu'on a renseignés qui apparaissent ici, donc Solar, Abri Jardin, et on a tous les autres qui sont non listés qui apparaissent ici, de la même façon qu'on a ceux qui correspondent à l'envoy, donc ils sont bien préfixés envoy, et on a la production, consommation, etc. qui correspondent à et puis garage, puisque j'ai référencé les deux batteries comme étant dans le garage, qui correspondent justement à la production, la consommation, et puis diverses métriques qui sont proposées par l'envoy elle-même. Donc là, les derniers 7 jours, etc. Donc ça c'est très sympa, mais c'est pas très parlant. Donc la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans les settings. On va déjà changer nous et passer en langue française. Hop, pour avoir toutes les propositions justement en français, le reste étant automatisé, donc on va pas changer. On va passer en mode avancé pour 2-3 autres options plus tard, et on va voir dans les paramètres les appareils et services et les entités. Alors là, c'est là où on entre dans le concept de Home Assistant, c'est qu'on a différentes présentation, donc on a l'intégration qui correspond à, en gros, tous les modules que vous aurez pu détecter. Donc là on voit typiquement vérification d'alimentation du Raspberry Pi, on a justement l'Envoy, on pourrait avoir le Bluetooth, on pourrait avoir Radio Bota, donc on a plein d'intégrations possibles, et on peut bien sûr en ajouter en supplémentaire si on a des appareils qui sont prêts à le recevoir, etc. J'entrerai pas en détail, nous ce qui nous intéresse c'est d'aller un peu plus précisément autour de la plateforme Envoy. Donc là on va dans les appareils, et on retrouve justement un certain nombre d'inverteurs, donc l'inverteur étant un micro-onduleur, et si on regarde bien dans la liste, on voit qu'on a les deux qu'on a listés, Abri Jardin et Abri Jardin, qui apparaissent bien ici, et les deux qui sont au bas, donc qui correspondent au garage, qui apparaissent ici. Alors, on va revenir sur notre emphase, et on va revenir sur les devices. Ok. Donc les devices, si on regarde bien, les 4787, 45, 87, 47, 85 correspondent bien aux batteries. Donc ça, c'est ce que je disais tout à l'heure. Après, on pourrait aller en détail dans cet écran-là en disant, bah tiens, celui-là correspond à ça, celui-là correspond à ci, etc. C'est pas très pratique. Moi, j'ai tendance à passer sur le mode ici, puisqu'on a fait le travail déjà de cartographie pour placer correctement nos différents micro-onduleurs sur la petite map. Donc on va reprendre simplement cette logique, le rebuilder, et le rebuilder nous permet de dire quels sont ceux qui vont être, on va faire 2, on va pas en faire les 32 que j'ai parce que sinon on n'est pas sorti. J'ai mis 4 heures pour le faire hier. Mais ce qui nous intéresse déjà, on va essayer de repérer ceux qui sont faciles, c'est-à-dire l'abri bois et on va faire le toit garage, donc celui-là et celui-ci. Donc si on revient dans notre paramètre, on va rechercher ceux qui correspondent aux entités. Voilà. Et ce qu'on va trouver déjà ici, c'est qu'on va faire ça, hop, et on va changer les noms. Envoy. Alors ce qui est pratique, c'est de préfixer et de garder la même logique tout le temps pour pouvoir les retrouver quand on va vouloir les ajouter dans une carte ou quel que soit l'appareil. Donc voilà, là on a, hop, on va reprendre juste le code power. Consommation. Et on va mettre le code, l'identification derrière. Ok, icône, on va pouvoir
vérifier si jamais on a une icône qui est plus parlante. Énergie. Ça me semble pas mal. C'est bien de mettre des petites icônes parce que ça nous permettra de pouvoir les visualiser plus facilement plus tard. Donc voilà, donc on a mis une petite icône telle que celle-ci. On va faire mise à jour. Et là, le côté pratique, c'est justement qu'on va avoir ces regroupements qui vont être plus faciles à identifier. Donc là, on va pareil, on va faire l'énergie, production, alors non, on va faire, voilà, c'est les batteries. Hop, on va prendre les deux batteries. Alors là, on va prendre ici, on a les codes qui apparaissent. Ça, c'est le code de l'Envoy, et ça, c'est le code du micro-onduleur. Donc on va prendre copie, batterie, 0,1. Hop. Voilà. Et on va prendre la deuxième qui est celle-là. Batterie 0,2. Hop. Et on prend le code qui correspond à celui-ci. Alors, est-ce qu'on a un truc batterie? Batterie, oh, c'est bon ça. Hop. C'est toujours des watts, parce que là on est dans la consommation et la production instantanée. On va revenir sur celle-là, on va changer simplement l'icône. Batterie. Hop. Donc là on a l'icône des batteries, et on a l'icône, on a fait la partie pour l'Envoy. Donc on va faire l'Envoy pour la production, on a fait la consommation, on va faire la production. Hop. Envoy. Production solaire, et on va prendre on n'a pas besoin parce que de toute façon on est sur solar, et on va prendre le petit icône qui nous parle bien. Donc on va faire celle-là, c'est bien le soleil avec l'énergie, donc c'est assez parlant, pas besoin d'aller plus loin. Donc voilà, normalement on devrait avoir production solaire, consommation. On va respecter le même standard. Alors c'est bien d'être un peu logique. Donc on n'a pas besoin de ça. Consommation, ça suffit bien. Et on va faire celle-là, pareil. Voilà. Comme ça, on a bien les deux qui sont l'un à côté de l'autre. Et puis, on va rechercher maintenant les deux solutions qu'on avait, donc enfin les deux micro-onduleurs qu'on a identifiés sur le toit de l'abri bois, donc 1247. On va chercher 1247, 1247. Et moi, j'en ai beaucoup, malheureusement, mais 1247, on est pas mal. Donc celui-là. Alors, donc, c'est abri bois. Alors j'aime bien leur donner un numéro, c'est-à-dire en partant, c'est moi qui choisis, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, etc. Donc de donner des numéros pour pouvoir les identifier quand on va vouloir cartographier ou quand on va vouloir savoir exactement comment fonctionne un des appareils. Donc le 3247, c'est le 01. Donc lui, on va le mettre 01. Ensuite, on va dire que c'est on va prendre son numéro d'identifiant. Hop. Et on va changer d'icône. Alors, solar. Et cette fois, on va prendre une icône qui me semble plus sympa, qui correspond à celle-là, de manière à différencier quand c'est justement un positionnement sur un des pans solaires ou quand c'est la production générale. Donc là, on va faire celui-là. On va prendre le deuxième. On va pas en faire 36, on va faire 3. 75, 57. 75, 57, 75, 57. 75, 57. Donc celui-là, c'est pas mal. Hop. On a dit abri bois. 02.
Alors moi j'ai tendance pareil à ne pas mettre d'espace mais à mettre des trucs parce que quand on a besoin après de développer plus tard et qu'on aura besoin d'identifier ces composants, vaut mieux pas avoir d'espace. C'est une habitude historique. Hop là. Ok, et on va faire cela. On va prendre le même qu'on a pris tout à l'heure. On est bien en watts, tout est ok. Donc on a bien le deuxième qui vient d'apparaître. Donc on va faire le dernier. 7834. 7834. Voilà. À 03. Et avec le code qui correspond ici. Voilà. Mettre à jour. Donc là maintenant on a bien les abribois, on a bien la batterie et donc on est plutôt pas mal sur cette production. On va ensuite aller, voilà, on va faire une deuxième chose qui est de créer un groupe. Alors ça je vous expliquerai juste pourquoi après. On va faire une entrée qui va être un groupe et un groupe de capteurs. Et là on va l'appeler abribois prod. Ok, et on va mettre les entités. Quelles sont les entités qu'on retrouve dedans? Eh bien, on va prendre abribois 1, abribois 2 et abribois 3. Ok, quel type de version, enfin quel type d'association? Parce que là, on veut enfin le principe c'est de faire un cumul des 3 panneaux ou des 3 micro-onduleurs pour avoir la somme de production sur cette entité, donc sur ce groupe, ce pan solaire. Hop, on va faire ça et valider. Voilà. On va pas en faire 36, mais vous avez compris le principe. Donc là, si on fait un rafraîchissement, alors Fab, c'était connecté. Voilà. Si on fait un rafraîchissement, on voit bien que l'abribois, on est bien dans la prod. On va retourner sur l'entité, parce que j'ai vu que la troisième... donc là, dans les entités vient d'apparaître le groupe. Ça, c'est le groupe qu'on a créé tout à l'heure. Et dans la liste, on devrait avoir abribois... Ah, parce qu'en fait, oui, ok. C'est parce que j'ai masqué. Alors ça, c'est quelque chose à faire vraiment attention. Quand vous faites cette option, justement, option du groupe, quand vous cachez les membres, il va enlever les membres des entités. Donc, vaut mieux ne pas les cacher pour permettre de pouvoir les réutiliser plus tard. Hop. Et là, on a bien l'abribois cumul avec les 3 abris. Donc, au passage, je vais changer simplement celui-là ici. Solar, hop, mise à jour. Donc, on a bien les 3 et on a bien le cumul ici. Alors, maintenant, on a un aperçu. Donc on a un dashboard, mais ce qu'on voudrait, c'est de créer un nouveau dashboard. Donc dans paramètres, on retrouve tableau de bord, et à ce moment-là, on a justement l'aperçu et l'énergie. Ce sont les 2 tableaux de bord qui sont créés par défaut, donc ils sont générés lors de l'installation. Nous, on va créer le nôtre. Donc ajouter un tableau de bord. On va l'appeler production solaire. On va lui mettre une petite icône. Voilà. Celle-là est pas mal, parce qu'en fait c'est ce qui apparaîtra ici. Et l'URL, on va la laisser en production solaire. Moi, on pourrait la... Ah non, il doit y avoir un tiret. Ok. Donc on va le laisser comme il est paramétré. On voit bien qu'il faut éviter de mettre des caractères spéciaux dans la partie. On pourrait demander à ce qu'il soit que pour les administrateurs et faire en sorte qu'il ne soit pas présent dans cette barre. Nous, c'est pour tout le monde. Et puis justement, on va le faire afficher dans la barre et on fait créer. Donc, cette production solaire vient d'apparaître ici. De base, on a justement une copie de ce qu'il y a dans l'aperçu. Donc, on va faire ça, modifier le tableau de bord, et on veut commencer par un tableau de bord vide. Hop, prenez le contrôle. Donc, en gros, on fait un clean ou un nettoyage complet de l'écran pour qu'il soit vierge. On va ajouter une petite page qui va être production agrégé. Ok. On va lui donner une icône qui ressemble Solar
à celle qu'on a utilisée pour chacun des panneaux solaires. On pourrait utiliser la version reverse, donc c'est-à-dire celle avec le blanc, et on va la laisser comme ça. On va faire quel type de vue? Tuile latérale, barre latérale, panneau. Donc on va laisser en tuile par défaut, et on va faire enregistrer. Donc là on a le premier, la seconde qui est là, et on navigue de l'un à l'autre comme on veut, et on pourrait les faire changer de place, c'est-à-dire faire d'abord celui-là ou faire le home. Moi j'aime bien le home et je vais simplement le changer. Alors hop là, hop ici, voilà, home. VS conso. Hop. Et là, on va voir ce qu'il y a dans énergie. Voilà. Production versus conso. Et on va le laisser comme ça. Et on va laisser comme c'est pour ici. Donc là, on a bien cet écran qui apparaît production versus conso. Et puis là, en fait, version agrégée. Et on va faire une dernière qui va être détail. Puis ça ira bien pour cette présentation de base. 100, hop, voilà, thème, et là on va faire solar. Alors là on pourrait choisir différentes options. Bon, moi je vais m'arrêter avec celle-là, tiens, ça sera très bien. Et on va faire pareil ici. Alors pourquoi est-ce que je vais faire ça? C'est que là je vais d'abord aller dans les entités, et puis moi ce qui m'intéresse c'est de voir la partie envoy, donc production et consommation. Donc consommation et production. Continuer. Hop, il nous propose directement ces deux options. Donc là, on a des valeurs qui apparaissent. Hop. Voilà, on pourrait faire une en-tête si on en a envie de faire une image, on va pas le faire là, et on pourrait customiser, c'est-à-dire passer en éditeur de code, donc le mode un peu plus précis, si on voulait. On voit d'ailleurs au passage qu'il nous a bien donné l'état de la consommation, l'état de la production, et on voit ce qu'on a en dynamique remonté par l'envoy. Donc ça c'est la première chose. On pourrait aussi ajouter, et on va faire une jauge. Donc là on est déjà un peu plus en détail. Et là, de base, la production. Donc, production solaire. On est en watts. En feu. Ah, mais non, c'est pas la today. Hein. Je veux pas la today, moi. Voilà, power production. On va prendre celle-là. Ok, voilà, on est en production, en watts, et on va prendre avec un minimum, donc le minimum étant 0, parce que si ça produit pas, ça produit pas. Et là, on doit connaître un peu notre installation pour savoir combien elle est capable de produire au maximum. Je vous rappelle le dashboard qu'on avait créé dans une autre vidéo, donc c'est exactement ça qu'il faut prendre. Donc moi, je vais prendre 8000, j'ai pas 8000 au max, mais c'est pas mal, affiché sous forme d'aiguille, et puis on va donner la sévérité. Sévérité permet de faire un système de jauge avec un début, moyen, maxi. Donc là, le début, c'est 0. Là, le maxi, enfin le moyen, on va mettre 4000. Hop. Et le maxi, on va mettre 8000. Et on fait enregistrer. Voilà. Et là, on a directement une jauge qui vient de se mettre par rapport à la capacité maximale qu'on a estimée. Donc après, c'est à vous de le paramétrer, hein, mais qui vient de s'afficher sur la production solaire. On va faire une dernière qui va représenter la même chose, mais cette fois avec la consommation. Donc on va chercher ici la consommation. Donc là, consommation électrique. Unité watts. Hop, donc là on va mettre, ben là on n'est pas en 0 parce qu'on peut être amené à exporter. Donc on est là, on est à moins 6000 parce que moi j'ai paramétré mon profil à 6000, donc on va même le mettre à 6500 pour encadrer. Et puis le maximum, ben on prend la maximum de consommation qu'on peut imaginer. Attention, là on est sur la consommation. Consommation, c'est la peste ampère métrique qui est directement sur votre câble de phase
entre le tableau général et le compteur général de la maison, donc le disjoncteur général. Donc ça veut dire ça, c'est si vous faites de l'export. Si vous avez du no export, ça sert à rien de mettre une grosse valeur. Vous pouvez mettre 100, moins 100, c'est histoire d'encadrer, parce qu'il y a toujours un petit Pro4 qui est exporté. Moi, dans mon cas, j'exporte directement toute la surproduction, donc moi j'encadre à moins 6000, puisque c'est la capacité maximale que j'ai paramétrée dans le profil de base. Et là, pareil, la consommation. Vous devez connaître votre contrat. Donc moi, mon contrat, il est à 9000. C'est 9000 watts que je suis amené à pouvoir consommer au maximum. On met la petite aiguille, pareil. Là, on va mettre moins 6000. On reprend les mêmes valeurs d'encadré. On est à 0 quand on est là. Et on est à 9000 quand on est à une très grosse consommation. Voilà. Et là, on a la consommation électrique et la production solaire. Et si on fait enregistrer, hop, on a justement un encadré donc en détail et un encadré avec une jauge, et si on clique dessus d'ailleurs, on a l'historique de consommation, etc. Attention, ça sert à rien de vous énerver de trop parce que c'est seulement depuis la captation de mesure, donc on voit bien la captation de mesure, elle est assez récente puisqu'on vient d'installer notre système. La deuxième que je voulais montrer, c'est celle qui est ici, qui est la vision agrégée. Donc la vision agrégée, on va faire un edit, modifier le tableau de bord. On a fait tout à l'heure une entité qui était une entité groupée. Une entité groupée, on va prendre celle-là. Hop, on pourrait d'ailleurs quand on clique dessus, on a le détail, hein, c'est sympa. Hop, on va faire ça et on a justement la production sur justement ce groupe. Donc ça c'est intéressant quand vous avez plusieurs groupes et on va faire ajouter au tableau de bord. Faire ajouter une carte, et là on va faire la même chose, c'est-à-dire comment faire pour gérer. Donc on a plein de types de cartes différents, hein. Ça je vous laisserai fouiller et rentrer plus en détail. Il y en a vraiment des très sympathiques, avec des visuels graphiques, avec des options de statistiques, etc. On va reprendre la jauge. On va prendre l'abri bois, donc pan abri bois. Unité, c'est en watts, parce que je veux la consommation. La production instantanée de ce bloc, de cette entité. Le thème, on s'en moque. Minimum, c'est forcément 0, hein, ça peut pas aller plus. Et maximum, là, on va commencer à comprendre combien de panneaux sont installés et quelle est la capacité maximale. Donc là, je vous renvoie justement au dashboard, toute l'explication sur le dashboard via Excel. Donc là, on sait que sur cette entité, on a 3 micro-onduleurs de 215 watts max. Donc là, c'est 215 fois 3. Donc ça fait 645. Donc il peut pas aller à plus. De toute façon, il n'atteindra jamais cette somme, mais c'est très bien de le savoir. Et là, on va reprendre la même logique avec les aiguilles. Donc moi, ce que j'aime bien faire, c'est bien sûr de reprendre le max du tableau et de prendre une valeur entre les deux. Donc la valeur moyenne, donc on va dire divisé par 2 simplement. Donc 300, on va prendre 320. Et comme ça, on voit où est-ce qu'on est justement sur cet écran. Bon, on voit que justement cette entité-là, déjà il fait pas très beau dehors, soit, mais on produit très peu par rapport à ce qui est attendu au maximum. Donc on a une bonne indication sur la capacité maximale. Ça c'est très sympa pour pouvoir suivre justement le bascule des pans de l'un à l'autre. Quand vous êtes en multi-pans, comme c'est mon cas, parce que je crois que j'ai 10 pans différents, 10 orientations différentes, c'est très sympa parce que ça vous permet de voir les bascules entre les pans et d'avoir l'historique dessus. Donc voilà ça, on va faire terminer pour celle-là, parce qu'on est pas mal, et on va faire ici le dernier, qui est donc la vue détaillée, hop, modifier, et on va faire ça, on va prendre par entité, et là on va prendre, hop, tous les micro-onduleurs, hop, donc on va aller prendre ça. Alors ça aurait été sympa si vous les aviez par un groupe, parce que dans ce cas-là, en fait, on aurait pu faire des fiches par groupe, de manière à les avoir des regroupements de fiches. Oh, tiens, on va les faire comme ça en fait. Hop, on va faire d'abord les abris bois, les 3 abris bois, on les a appelés abris bois, voilà. Hop, continuer. Donc là, on a bien une fiche de ce type-là qui est une suggestion. On pourrait changer la carte, bien sûr, si on voulait, et on va la faire ajouter au tableau de bord. Donc là, on a le premier qui correspond à l'abri bois. On va lui donner un nom. Abri bois. Micro onduleur
abri bois. Voilà, on pourrait donner une en-tête, encore une fois, ou pas. Donc, on pourrait donner des états, etc. Donc, je vous laisse de découvrir toutes ces options. Moi, je vais simplement faire un affichage de ce type-là, avec une deuxième carte, qui sera par entité, et là, on va prendre les batteries. Hop, pareil. Batterie. Là, on voit d'ailleurs qu'on est en valeur négative, c'est que les batteries sont en train de se charger. Ça, c'est très pratique, ça. Voilà, ajouter une carte, et on va faire toutes les autres. Donc, je vais pas toutes les prendre, hein. Je vais juste vous montrer le principe. Hop, continuer. Ajouter au tableau de bord. Autre micro-onduleur. Voilà. Donc là, on peut faire terminer. Donc ça, c'est sympa aussi. Ça nous permet d'avoir une vision détaillée pour chacun des micro-onduleurs et de pouvoir les suivre dans la production instantanée. Alors, je reviens juste sur ce détail-là. Ce qui est pas mal aussi, c'est de pouvoir visualiser une petite information statistique, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, qui est basée sur la production. Donc là, production solaire, on pourrait faire le max de la journée. Ça, c'est pas mal pour pouvoir justement visionner quel a été le max d'aujourd'hui. Et si je fais enregistrer, donc là, il est ici. Et je vais faire une deuxième qui sera max. Production solaire, le max, mais cette fois d'hier. Comme ça, on peut comparer directement. Et on lui donne max hier. Prod solaire max hier. Et on est en watts. Mais là, forcément, on n'a pas de valeur puisqu'il n'y a pas eu de captation d'information hier. Enregistré. Donc là, on a le prod max hier. Et là, on va faire modifier celle-là. Prod max. Aujourd'hui, unité watts. Voilà, et on est bien enregistré. Donc là, on a le prod max hier et le prod max d'aujourd'hui. Voilà, et on fait terminer. Alors après, on peut faire les designs d'essayer de grouper les choses pour que ce soit un peu plus sympathique de manière screenée, au niveau de l'écran. Attention, parce que ça, c'est applicable aussi bien pour le PC, donc en navigateur web, que sur la plateforme mobile, parce qu'il existe une application mobile qui va se connecter aussi sur ce système, donc comme assistant, pour pouvoir visionner les mêmes informations. Donc là, ce qu'on a aujourd'hui, maintenant, c'est de pouvoir avoir la visualisation agrégée, la visualisation un peu plus détaillée par pan, et la visualisation, un peu plus détaillée, groupée par pan, et la visualisation détaillée par micro-onduleur. Je vais juste faire un dernier point. Hop, paramètres. Alors, on a dit appareil service, entrée. On va faire un deuxième entrée qui va être un groupe de capteurs, et on a batterie. Hop, et on va prendre les deux batteries. Hop, type somme. Validé, terminé. Donc là, on a les batteries qui viennent d'apparaître. L'intérêt des batteries, c'est que si on revient ici sur la production solaire, on va sur la valeur agrégée, on va pouvoir revenir ici, modifier, ajouter une carte, et d'avoir une jauge qui va reprendre les batteries. Hop. Et watts. Hop. Minimum étant 0, le maximum étant, puisque moi j'ai deux batteries, donc du coup c'est 300 watts chacun, donc on va dire 600 sous forme de jauge, batterie, et là on va être de 0, 300, et puis allant jusqu'à 600. Voilà, enregistré. Et là, on voit justement que les batteries sont en train de se charger. Ah oui, non, je suis bête. C'est de l'entrée-sortie. Donc ça va de moins 600 à plus 600. Donc là, on est pareil. Moins 600, 0, et on va à plus 600. Enregistré.
Donc là, on a exactement justement la visualisation en direct de la cumul des deux batteries pour voir en fait où est-ce qu'elles sont en termes de charge. Alors en quoi ça nous intéresse aujourd'hui? C'est qu'on voit qu'on a une production solaire de 1500 watts et qu'on est déjà en train de charger sur la batterie justement cette agrégation, enfin on est en train de charger sur la batterie l'équivalent de 600 watts, c'est-à-dire qu'elles sont en pleine charge. Est-ce que ça correspond bien avec ce qu'on a sur cet écran? On va aller le voir tout de suite. Hop, qu'est-ce qu'on a à cet instant sur l'application Enphase? Hop. On a effectivement une charge qui est en cours, donc on a une production instantanée, alors ouais, c'est autour de 1000 watts, et on a, si on fait une énergie, voilà, on est bien en train de charger au maximum ici, comme on le voit là, donc à environ 400 à 500 watts. Donc ça, c'est vu que c'est des valeurs cumulées, c'est pas des valeurs instantanées. Ça correspond à peu près bien à ça. Si on va en détail, qu'on va sur les batteries, charge circle. Voilà, last report. Donc là, on est en train de charger à 262 watts, ce qui est bon an mal an, à peu près l'équivalent de ce qu'on a là. 262, bah c'est même carrément les mêmes valeurs, quoi. Donc on a bien les bonnes valeurs qui sont ici, moins 260 watts, ça veut dire qu'il est en train de charger. Donc l'inverse aurait été le déchargement. Donc voilà pour la première présentation. Je pense que je vais aller plus loin dans cette recherche et je ferai d'autres vidéos sur ce sujet afin justement de créer des écrans qui soient vraiment plus parlants.